Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi, nous sommes en pleine forme et vous allez le voir, notre invité du jour aussi, qui est un comédien qui jongle à merveille avec l'humour et le drame sans jamais nous donner le tournis. Beaucoup ont côtoyé la photocopieuse. Lui, il a fait ses débuts aux côtés de la machine à café, celle qui nous faisait mourir de rire. Mais voici quelques années maintenant, il a délaissé l'univers des gobelets et des bruits de couloirs de bureau pour investir un monde parfois un peu plus grave, un peu plus dramatique, un monde dans lequel il excelle, dans des rôles souvent complexes. C'est ce qui va nous prouver cette semaine encore avec cette série où les histoires de famille vont à coup sûr tourmenter tous les téléspectateurs d'M6. Bonjour Bruno Solo, merci de nous rendre visite. C'est vrai, quel accueil. Bien sûr, je suis ravi, continuez. Alors l'événement, ce sera demain soir à 21h sur M6, la nouvelle mini-série intitulée Un avion sans ailes, une fiction. Si le titre vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle est adaptée du roman de Michel Bussy, l'un des plus grands best-sellers français, où vous allez voir deux familles qui se disputent la filiation d'un bébé qui a survécu à un crash d'avion en 1977. Bruno, vous allez endosser le rôle d'un ancien commandant de police qui est devenu désormais détective et qui enquête sur cet accident. Est-ce que ce genre de série, c'est celle qui va nous dissuader de prendre l'avion avant les vacances? Non, déjà, j'attaque qu'une question tout de suite terrible, essentielle. Et puis imaginez la responsabilité de la réponse que je serai amené à donner. Non, c'est des épiphénomènes, les accidents d'avion, évidemment, quand ça arrive, c'est épouvantable, on en parle beaucoup, et à juste titre, parce qu'il est rare qu'il y ait des survivants, et il a joué justement, Michel Bussy, sur cela. Il a imaginé ce crash avec un seul survivant dans les années 70. Et pourquoi dans les années 70, même au mi-temps des années 70? Parce qu'il n'y avait pas de test ADN. Donc et c'est très important pour l'histoire, effectivement. Cette petite fille qui survit appartient à une des deux familles, enfin en tout cas les deux familles. Et c'est seulement la justice qui prend une décision qui peut paraître injuste et de la donner parce qu'un faisceau de preuves semblerait accorder cet enfant à une famille plutôt qu'à une autre. Et le film commence 20 ans après, nous sommes en 98, très précisément au mois de juillet 98, on est dans une sorte d'effervescence, la France est en train va gagner la Coupe du Monde, ça on ne sait pas encore, puisque c'est la fin du film, c'est le jour de la finale, mais peu importe, mais ce que je veux dire, il y a une sorte d'effervescence, et dans cette effervescence, une jeune fille qu'on comprend être la survivante, grâce à une petite astuce scénaristique, une petite cicatrice, le spectateur l'identifie tout de suite, et elle a un doute sur qui elle est. Donc c'est presque un film sur l'identité. Et mon personnage, et d'autres, mais puisque c'est moi qui suis là, donc je vais parler du mien, bien sûr. Mon personnage va l'aider à effectivement découvrir qui elle est vraiment. Parce que peut-être que ce personnage que je suis, qui a enquêté 20 ans avant, a peut-être fait une erreur, mais peut-être pas. Et peut-être que c'est encore autre chose. Et puis finalement, pas du tout. Et en fait, d'accord, mais pas du tout. C'est ça, Michel Bussy. C'est qu'il y a un rebondissement à chaque page, ce qu'on appelle des page-turners. C'est qu'il y a des choses trappes, des fausses pistes. Et en plus, il y a aussi une étude psychologique plutôt très maligne sur les personnages et sur les doutes inhérents à la science qui vient tout d'un coup balayer toutes les certitudes d'avant. Et donc, c'est un mélange de progrès actuels, de la science et notamment des tests ADN, et en même temps d'un certain empirisme qui est le flic que j'étais avant. Et donc voilà, les certitudes balayées, l'instinct mélangé à la science. Et qui vous donne un thriller psychologique absolument plutôt malin. Incroyable. Vous avez vu le teasing de Bruno Solo, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, évidemment, on va en savoir un peu plus, mais pas complètement, évidemment, sur cette série. On est en direct, je le rappelle, sur Le Figaro, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Mag. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous avez lu le roman de Michel Bussy? Est-ce que vous attendez avec impatience cette adaptation? Dans quel registre vous préférez Bruno Solo? Le drame, la comédie? Dans quel genre de film, de série, de feuilleton vous aimeriez le voir? N'hésitez pas. Toutes vos questions, vos commentaires, vos suggestions, il y répond après les news médias de Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Bruno. Bon week-end, tout va bien? Super reposé, en pleine forme. Plus que jamais. Alors on démarre évidemment tout de suite avec les audiences du week-end. Et c'est TF1 qui s'est à nouveau imposé en tête des audiences samedi. Et oui, et c'est bien normal puisque la première chaîne de France dégainait la suite de la 8e saison de The Voice. Et cette arme de destruction massive sur le terrain des audiences a rassemblé 4,9 millions de fidèles, soit 27,1% de part d'audience. C'est 2 millions de téléspectateurs de plus que France 3 qui misait sur un téléfilm en rediffusion intitulé Les Disparus de Valenciennes,
américaine avec Stéphane Fraisse. Stéphane Bern, un autre Stéphane, monte sur la 3e marche du podium grâce à un nouveau numéro de Secrets d'Histoire consacré cette fois-ci aux pharaons égyptiens. Eh bien, Toutankhamon et Ramsès II ont rassemblé 2,3 millions de passionnés, ce qui représente 12,4% du public. Et enfin, on termine avec M6 qui cale au pied du podium avec MacGyver. La série américaine a fédéré 1,6 million de téléspectateurs et garant ainsi un peu plus de 100 000 téléspectateurs en une semaine. Est-ce qu'il y a là à peu près dans un samedi soir tout ce que Bruno Sol aime bien, la fiction française, de l'histoire, du divertissement? C'est le genre de choses que vous regardez, Bruno. Quel téléspectateur vous êtes à la télé? Documentaire? Oui, j'aime beaucoup les documentaires, j'aime beaucoup le cinéma, les films que j'ai pu louper au cinéma ou des vieux films notamment. Moi, j'essaye d'initier et de transmettre à ce que j'aime, ma femme qui elle est plutôt très cinéphile, mais qui a une cinéphilie actuelle, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup au cinéma, alors que moi je regarde souvent les films hélas parce que où je suis au théâtre, où j'ai pas le temps. Je vais moins au cinéma qu'elle, mais je lui fais découvrir par exemple le cinéma de John Ford, le cinéma de Fellini, et ça il y a plein de chaînes thématiques. Je vais pas les citer parce qu'il n'est pas question de faire la pub à une chaîne plutôt qu'à une autre, mais il y a plein de chaînes sur le bouquet qui permettent d'aller voir ça. Je regarde du sport aussi, je regarde peu les émissions de divertissement, je vais pas vous mentir, et je regarde beaucoup de fiction et puis beaucoup d'émissions autour de la musique classique. Voilà, parce que j'ai une passion pour la musique classique. Il y a des chaînes entièrement dévouées. Il m'est même arrivé, pourtant j'aime le foot, d'arrêter un match de foot pour aller voir la retransmission en direct d'une grande symphonie de Brahms, de Beethoven ou la retransmission. Une finale de Coupe du Monde, genre ou non, quand même pas exagéré. Mais un petit match de Ligue 1, quoi, de temps en temps. Enfin, un petit match, même un gros match de Ligue 1, ça fait pas le poids quand je sais que Claudio Abbado, le regretté plus grand chef d'orchestre du monde, à mon avis, décédé il n'y a pas si longtemps, lorsque Claudio Abbado dirigeait une symphonie, non, là ça fait pas le poids avec un PSG pour moi. D'accord, très bien. Attention quand même, si vous faites PSG en Coupe d'Europe, vous partez en disant ils mènent 3-0, c'est fini. Vous revenez, ils ont perdu 4-3. Là, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes content d'avoir écouté la musique classique parce que c'est adouci. Vous avez raison, ça adoucit beaucoup plus. L'un dans l'autre, je suis ravi. On continue, Damien. La directrice des fictions de France Télévisions qui a annoncé le retour d'une fiction que les téléspectateurs ont adorée. Exactement, à l'occasion de l'ouverture du festival Sérimania ce week-end à Lille, Anne Olmès a effectivement annoncé à nos confrères du Parisien que France 2 relancerait à la rentrée prochaine Parents mode d'emploi. Alors Parents mode d'emploi, c'est cette série humoristique portée par Arnaud Ducret et Alix Poisson qui était diffusée chaque jour après le journal télévisé de 20h sur France 2. Après plus de 700 épisodes, la fiction s'était arrêtée en août dernier pour laisser la case au nouveau feuilleton de France 2 intitulé Ainsi Grand Soleil, et ce retour sera teinté de plusieurs surprises car la direction des fictions du groupe audiovisuel a annoncé qu'Arnaud Ducret et Alix Poisson ne feront pas partie de la nouvelle mouture de cette série. Ils seront remplacés par deux nouveaux couples, mix et homoparentaux. Arnaud Ducret, vous avez succédé avec Yvan Le Bolloc. C'est Yvan et moi qui étions allés le chercher. Je pense pour Caméra Café 2. On est parmi les premiers à lui avoir donné un rôle. Et c'était une sorte d'évidence. Quand on a vu Arnaud Ducret, on a décidé de construire autour de lui tout un nouvel univers de la boîte du dessus. C'était commercial, absolument. Voilà, il remplaçait un peu, il était l'ersatz de Jean-Claude Contenant. Alors évidemment, Arnaud, il a fait beaucoup de choses aussi, des séries, des films. Est-ce que vous, Bruno, vous pourriez revenir comme lui dans une fiction quotidienne comme ça? Ou est-ce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps? Quotidienne, non, parce que moi j'ai adoré faire Caméra Café, le créer, l'inventer avec mon camarade Yvan. Mais c'était une cage dorée quand même, une magnifique cage, très dorée, c'est vrai, mais qui m'a empêché pendant 3, 4, 5 ans presque de faire autre chose, tellement ça nous prenait. C'était très chronophage pour employer cette expression moderne, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, donc c'est pour ça que je l'utilise. Et donc voilà, c'est vrai que ça prend trop de temps, et non, je ne reviendrai pas dans le quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que quand M6 nous avait demandé de reprendre Caméra Café, on avait proposé cette formule où on évoquait la boîte du dessus sans jamais la montrer. Et on leur a dit, et si on la montrait? Bon, le public n'a pas suivi comme nous l'espérions. C'était peut-être un peu tôt après la disparition des originaux, si j'ose dire. Et puis aussi, il y avait, quand on a relancé Caméra Café, il y avait 30 chaînes. Quand nous, on a commencé, il n'y avait que 6 chaînes. Donc la concurrence, l'audience était un peu éparpillée. Et peut-être qu'effectivement, on ne s'y est pas pris ou suffisamment tôt ou trop tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas accroché. Qui a bien aidé aussi un certain Alexandre Astier qui ensuite s'est imposé avec sa série. À la suite de vous. Alexandre Astier, c'était bien avant qu'on reprenne avec les nouveaux Caméra Café. C'était après Caméra Café 2. Ah oui, bien sûr. Alexandre, il a succédé tout de suite après nous. Donc le dernier épisode de Caméra Café a été proposé, le lendemain, il y avait Kaamelott.
Donc, non. Absolument. En tout cas, 2 belles séries d'affilée. On termine ces news tout de suite avec Fanny Agostini, l'animatrice de Thalassa, qui a eu un accident en plein tournage. C'était spectaculaire. Et tout à fait, la présentatrice de Thalassa tournait vendredi dernier un nouveau numéro du magazine de la mer, donc en Bretagne. Pour l'occasion, Fanny Agostini est montée à bord d'une montgolfière en compagnie d'un pilote, d'un preneur de son et d'un cadreur. Et au cours d'une manœuvre apparemment mal engagée, eh bien, l'engin est tombé à l'eau, occasionnant quelques blessures superficielles, comme vous pouvez le constater sur la vidéo qui est en train de défiler sur votre écran. Les 4 passagers ont donc été transportés à l'hôpital de Vannes pour des contrôles. Mais Fanny Agostini, effectivement, a tenu à rassurer ses téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Grosse frayeur sur le tournage de Thalassa aujourd'hui dans le Morbihan. Merci pour tous vos messages. Tout va bien. Voilà, fin de citation. Vous avez coupé le truc pile, on va pas voir quand elle en fait, elle est tombée dans l'eau et effectivement, ils s'en sont sortis sans dommage. Ça vous est déjà arrivé, Bruno, d'avoir une grosse frayeur comme ça sur un tournage? Vous avez fait Rendez-vous en terre inconnue, vous avez fait Fort Boyard, vous avez fait plusieurs tournages. Ça vous arrive d'avoir peur comme ça? Frayeur qui remonte à quelques années maintenant. On voit quand même là, on sent vous la panique commence à s'installer. Vous allez le voir, attention, le suspense arrive. Non, mais ça s'approche de l'eau. Oui, je comprends. Ouais. Voilà, effectivement. Ouais. Boum. Montgolfière à l'eau, ça fout un peu Plus la de trouille. peur que de mal, heureusement. Heureusement, ouais. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, une belle frayeur. On voit qu'elle a eu peur. Oui, je comprends. Et donc, oui, j'ai eu quelques petites frayeurs. Un jour, j'avais pour une séquence un sac en papier sur la tête et je n'ai pas entendu. Il faisait beaucoup de bruit, il y avait du vent. Donc on me guidait à la voix et le vent sur le sac en papier qui s'engouffrait, plus moi qui essayais de le bouger parce qu'il y avait des trous, mais ils n'étaient pas tout à fait dans l'axe. J'ai failli tomber dans un ravin. Oh merde. Je me suis arrêté à très très peu, mais bon voilà, plus peur que de mal comme on dit. Une petite frayeur vite passée. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini, Nicolas. Vous revenez nous faire peur demain avec une nouvelle séquence, évidemment. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions et tous vos commentaires pour Bruno Solo, c'est tout de suite. Un avion sans aile, vous n'allez pas manquer évidemment cette mini-série, cette fiction exceptionnelle. Ce sera à partir de demain à 21h sur M6. Et les 2 épisodes suivants. Et les 2 épisodes suivants. 2 février. La suite, effectivement, ce sera un suspense incroyable, un vrai thriller psychologique. Bruno vous a fait un pitch tout à l'heure. Les 2 familles qui se disputent la garde du bébé, seul rescapé d'un accident d'avion. Comment ces 2 familles qui sont les Carville et les Vitral, alors on va pas faire complètement de la comment dire, on va pas trop spoiler. Il y a une famille qui est plutôt une famille aisée, l'autre qui est plutôt une famille modeste. L'enfant, c'est elle qui a eu l'enfant. Comment vont-ils faire pour prouver à chaque fois que cette fille est bien la leur? Ils vont. Alors, les moyens, effectivement, comme vous venez de le dire, les moyens de la famille Carville sont quasiment illimités. C'est Didier Bezas et Anne Consigny qui jouent ce couple. C'est pas les Groseilles et les Lequesnois, mais c'est pas loin. Non, parce que c'est pas une caricature sociale, absolument, etc., comme l'avait fait avec son génie Étienne Châtillier dans le film. Mais là, non, c'est juste, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais pour autant, le flic que je joue, qui est engagé par la famille Carville pour prouver que le juge s'est trompé et que la petite Lily n'est pas dans la bonne famille, il va changer de camp. Et on va comprendre au fur et à mesure des épisodes pourquoi il a changé de camp, pourquoi mon personnage a changé de camp, parce que au-delà de l'argent qui lui est proposé, il a lui aussi des doutes. Des doutes, et voilà. Et c'est aussi le parcours d'ailleurs dans le roman de Michel Bussy, c'est le parcours du flic et du frère de la jeune fille dont on ne connaît pas l'identité, qui sont les rôles principaux. Et Jean-Marc Rudnicki a fait un vrai travail d'adaptation en intelligence avec Michel Bussy, mais il a dit voilà ma vision de ton roman et j'aimerais avoir un autre axe. Et l'axe principal, et ça je tiens à le dire, le rôle principal est tenu quand même par la jeune Pénélope Rose Lévesque, qui est absolument incroyable, qui est absolument formidable, et c'est elle qui a le rôle principal, ce qui n'est pas le cas dans le livre, mais là voilà, il a axé sur la jeune fille, donc du coup ça a fait des changements un peu dans le roman, mais qui sont très malins, et je crois que Michel Bussy a validé avec Jean-Marc Rudnicki absolument toutes les options. Absolument, parce qu'il y a des libertés qui ont été prises avec le livre. Le livre était assez complexe. Votre personnage, Jacques Monod, comment ça se fait qu'il soit passé de policier à ensuite détective privé? Qu'est-ce qui s'est passé, lui, au moment où ça démarre, où l'enquête reprend 20 ans après? Il est flic, et puis tout d'un coup, cette enquête l'obsède. Il est flic, mais il est obsédé par l'idée qu'il s'est peut-être trompé, qu'il y a peut-être quelque
chose et on le voit à un moment Oui, du c'est film. personnel, hein, Chez c'est lui, pendant 20 ans, il a accumulé des articles, il a essayé de faire des liens entre les personnages parce que, en bon flic, il a abandonné donc son métier de policier, il est devenu détective privé pour ne se consacrer intellectuellement qu'à cette affaire, pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé, parce qu'il va y avoir un événement dans sa vie qui fait qu'il va se rapprocher très très fortement de l'autre famille. Voilà, je ne peux pas tout vous dire, On le c'est verra, assez évidemment. révélé dans l'épisode bien 1 sûr. et 2, et puis il y a aussi une grosse surprise dans l'épisode 2, et dans le 3 et 4, évidemment, vous aurez les résolutions finales. Tout va se boucler, vous Avec comprendrez des tout. twists absolument incroyables. Et pour ceux qui ont lu le roman, ils savent de quoi je parle. Damien. Oui, tout à fait. Effectivement, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, il y a Brigitte qui est avec nous, qui avait lu et a vu Maman à tort aussi de Michel Bussy et qui a adoré l'adaptation à la télévision. Voilà, vous avez beaucoup de compliments aussi sur la page Facebook de TV Mag, notamment Emmanuel qui vous adore et qui pense que vous êtes un acteur raffiné. Et une question de Jocelyne qui souhaite savoir si vous auriez pu être policier dans la vraie vie. Ah, vous avez souvent fait des rôles de flics J'ai avec Jean-Marc fait Barr avec aussi Jean-Marc Barr, sur dans les docs. Ouais. Ouais, c'est un métier sans aucun doute. Enfin, évidemment, l'image un petit peu romantique qu'on peut avoir du policier, pas nécessairement le policier qui fait la circulation, parce que ça, évidemment, Il y en a aussi, mais il y en a, bien ça. sûr, mais ça fait moins fantasmé quand vous êtes un jeune enfant. Maintenant, un policier, effectivement, qui va sur le terrain, qui enquête, qui fait de l'investigation, oui, et surtout s'il a un certain sens de la justice et qu'une droiture morale, on a envie de le faire. Même si à jouer, par contre, c'est beaucoup plus marrant de jouer des flics pourris. Il en existe peu, mais il y en a quelques-uns. C'est pour ça que c'est plus rigolo. De toute façon, de jouer tout d'un coup quelqu'un d'un petit peu sombre et un petit peu ambigu que de jouer un homme vertueux. C'est pas avec les personnages les vertueux qu'on fait les meilleurs rôles, quoi. Ça, c'est sûr. Et même dans la littérature et en règle générale. Okay. Ou alors, il faut qu'il y ait une vertu qui soit tellement universelle qu'on est dans quelque chose de... Par exemple, Gandhi, par exemple, est un homme totalement vertueux. Et pas Ben Kingsley, quand il l'a joué dans le film Richard Attenborough, c'est passionnant parce que sa vie est absolument passionnante. Garibaldi, il y a des personnages vertueux. Mais à jouer, on va pas se mentir, si vous pouvez un petit peu mettre une petite faille dans les personnages vertueux, c'est pas mal. Hein. Surtout chez ce qui est le cas du personnage de Mono dans Absolument. moins qu'on puisse les dire. flics qui a bossé, ça marche toujours. Voilà. Comment on fait d'ailleurs pour avoir 20 ans d'écart à l'écran comme ça, entre 20 ans, et c'est quoi le pouvoir des maquilleuses, Le talent des etc. maquilleuses, et je sais de quoi je parle, je suis marié depuis 20 ans à une maquilleuse. Et non, bien sûr, vous pouvez le voir. C'est vrai que c'est incroyable. J'ai 8 ans, mais regardez, je fais seulement de 7 ans. Ouais, à peu près, c'est à peu près ça. C'est ce que non, mais bien sûr qu'il y a ce travail-là. Et puis 20 ans, en fait, mine de rien, on ne change pas tant que ça en 20 ans, si on a une vie à peu près saine. Et voilà, les cheveux tombent un petit peu, on blanchit un petit peu. Mais voilà, et le travail était délicatement fait par les maquilleuses, les coiffeuses et aussi par les costumes. Voilà, il y a un gros travail qui a été fait sur le costume. Quel bonheur de pouvoir porter des pattes def sans qu'on se moque de vous. Enfin, des vraies pattes def en tergal, vous voyez. Les vrais, et puis avec les petites chaussures vernies, avec les petites semelles compensées, plus la veste en sky un petit peu cintrée, etc., qui fait beaucoup de bruit. Cauchemar des ingé-sons, parce que dès que vous bougez, vous entendez comme ça avec le micro qui est ici. Mais bon, voilà, c'était chouette de revenir dans ce moment-là. En plus, je l'ai vécu, moi, comme un jeune enfant de 13-14 ans, puisque j'avais cet âge-là dans les années, au milieu des années 70. Ouais. Mais donc voilà, revenir à cela, c'était assez agréable. Il y avait aussi une chose touchante que vous avez déclarée au cours d'un entretien sur Europe 1, que vous vouliez ressembler à votre papa, qui est décédé quelques mois, je crois, avant le tournage. Pourquoi avoir pris cette décision, Bruno? Parce que ça a été tellement brutal, tellement violent, et mon père était un homme merveilleux. En plus, si je rends hommage à mon père, je dois aussi rendre hommage à ma maman, que j'ai perdue il y a quelques semaines. Ça a été une année assez noire, assez difficile. Assez difficile. J'ai pas pu me réjouir de tous les bonheurs professionnels qui me sont arrivés. Dieu sait si j'en ai eu, une nomination au Molière, de jolis films, une pièce formidable, mon fils qui a son bac, ma fille qui va bien, ma femme qui m'aime et que j'aime. Donc voilà tout ça, mais j'ai eu du mal à me réjouir parce que j'ai été fracassé par ces deux nouvelles. Je suis encore très fissuré d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il me semblait que c'était le moment. Je n'avais pas du tout imaginé le personnage de Jacques Monod comme cela, mais j'ai pris un peu le look de mon papa, cette barbe très fournie qu'il avait, et plus noire évidemment, dans les années 70, cette manière de s'habiller, de se déplacer, et j'ai voulu l'espace d'instant, et Jean-Marc Rudnicki m'a accordé cela, il m'a dit d'accord, ce petit privilège, il m'a dit d'accord, construis ton personnage, donc je l'ai construit avec les costumières et
les habilleuses, maquilleuses et coiffures. Et voilà, j'ai voulu rendre un hommage physique à mon père, même si le personnage est très différent de ce qu'était mon papa. Et en tout cas, le personnage est assez saisissant, comme vous le verrez. Damien. Oui, Fanfan est avec nous sur la page Facebook Fanfan, de T. voilà, Et ce n'est pas la tulipe. Et il vous adore. Hein, voilà, Salut, il a un message de sympathie assez sympa. Antoine également qui vous adore. Et une question. Aucune critique en fait. Il a la délicatesse. Non, je vous assure, vous pourrez voir après. Ou alors les modérateurs du Figaro sont très doués, mais je vous promets que ça n'arrive pas chez moi. On n'a quasiment aucune critique au Figaro, c'est terrible. Une question de Corentin qui souhaite savoir quel type d'enfant étiez-vous dans les années 70 ? J'étais un enfant passionné par justement grâce plutôt à la curiosité dont faisaient preuve mes parents vis-à-vis de tout et de tous. Et ces années-là ont été des années particulièrement formidables parce qu'ils nous ont, ma sœur et moi, mes parents, amenés partout. Ils nous ont amenés au bout du monde. Ils nous ont fait voyager en dehors des vacances scolaires parce que tout d'un coup, ils pensaient que ça faisait pas aussi partie de notre accomplissement, de notre épanouissement. C'était bien. Et même de notre émancipation en tant qu'enfant plongeant vers l'âge adulte, adolescent, puis adulte. Et puis, par exemple, en 75, mon père nous amène au Portugal, en pleine révolution, parce qu'il pense que c'est au Portugal qu'il fallait que ses enfants voient ce pays qui sortait de 40 ans d'une dictature très compliquée, la dictature de Salazar, qui était très compliquée, une dictature empreinte d'un catholicisme très sombre, etc., très bigot. Et il nous a dit, vous allez voir ce pays renaître. Et effectivement, il fallait voir ce qu'était le Portugal. Et j'ai des souvenirs vifs, parce que je n'avais que 11-12 ans. J'avais déjà 11-12 ans, donc c'est des souvenirs qui sont encore très, très forts. Je vois ce pays qui renaît de lui-même, tout d'un coup, qui s'épanouit, qui est solaire, avec les militaires qui aident les paysans à rentrer les moissons dans les champs, avec une ville de Lisbonne où les propriétaires ouvrent leurs portes à ceux qui n'avaient plus rien, etc. Une sorte de joie de vivre. Et mon père me dit non, c'est pas un pays dangereux, un pays qui est en pleine révolution. Un pays qui sort de la dictature, c'est au contraire un pays qui s'émancipe, qui s'épanouit, qui respire. Et nous avons respiré avec le peuple portugais. Et voilà, pour ça que c'était passionnant, parce que ces années 70, c'était le milieu des juntes militaires en Amérique du Sud et en même temps la fin de ces dictatures. En Espagne aussi, voilà, l'Espagne avec Franco qui disparaît. C'était très passionnant. Comme aujourd'hui, le monde est passionnant, mais on avait le sentiment qu'on sortait, qu'on allait vers une volonté de démocratie, de liberté individuelle et tout. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un retour vers un certain populisme. Et je pense qu'on devrait un peu analyser ce milieu des années 70 en Europe et dans le monde et le mettre en parallèle. Attention, il y avait aussi la guerre du Liban, il y avait la guerre du Vietnam. Absolument. Je ne fais pas d'angélisme, mais je dis que sur l'Europe, il y avait beaucoup de pays qui sortaient de moments d'obscurantisme pour rentrer dans un moment de lumière. Et c'était passionnant parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Alors je vais juste revenir sur l'adaptation. On l'a dit, il y a quelques libertés évidemment qui ont été prises avec le livre de Michel Bussy. Mais avec l'accord de Michel Bussy. Absolument. Et quand on voit votre filmographie, Bruno, on s'aperçoit effectivement que c'est souvent le cas. De Flics sur les docks, c'est Graham Hurley. Il y a eu également La mort d'Auguste, c'était Simenon. Sans oublier L'Accident, que vous avez vous-même adapté d'un roman américain, je crois. Est-ce que c'est plus facile de faire ce genre d'adaptation plutôt que de créer un scénario venu de nulle part? Vous savez, la base de la fiction, c'est l'écriture. Et effectivement, le nombre d'auteurs, hommes et femmes, qui écrivent des romans, en ce moment-là, j'en lis un qui me passionne et dont j'espère pouvoir acquérir les droits, sur 3 flics qui raccompagnent un gars à la frontière et qui se pose la question de la légitimité de ce qu'ils sont en train de se faire. Alors qu'ils ont un devoir, mais qu'ils n'ont pas à se poser ces questions-là. Enfin, on leur demande de ne pas se les poser. Et je trouve ça magnifique et je me dis, effectivement, c'est une histoire que nous aurions pu inventer avec des auteurs, moi-même, parce que je produis et que nous développons en ce moment, par exemple, des histoires totalement originales. Mais parfois, lorsque vous tombez sur un roman sociétal, policier, peu importe, un thriller ou un roman d'amour, peu importe, qui développe encore mieux que vous ne pourriez l'imaginer une histoire, c'est beau de faire des adaptations. Donc il faut pouvoir alterner. Mais il y a un tel vivier dans le polar et dans les romans en général, tant chez les femmes, puisque le film que j'ai adapté, le film que j'ai produit pour Arte, c'est inspiré d'un roman de Tatiana Droney, par exemple. S'ils sont d'accord, les auteurs, qu'on adapte leurs œuvres, et dès lors qu'on ne les trahit pas et qu'il y a une vraie discussion qui s'instaure avec eux, et c'est pour ça que c'est bien de faire c'est évidemment passionnant. C'est quand même passionnant parce que la base de tout, le nerf de la création, c'est quand même l'écriture.
Vous faites beaucoup de télé ces dernières années, Bruno, moins de cinéma. Maintenant, Ouais. c'est un choix de votre part. C'est quoi? C'est une question de scénario, d'opportunité, de C'est un qualité? choix, effectivement, par rapport au scénario qu'on m'a proposé à une époque où j'avais quand même le sentiment qu'on me proposait un petit peu toujours la même chose, en tout cas à moi, et que le cinéma que j'avais envie de faire, on ne me le proposait pas. Donc je me suis un peu écarté parce que j'avais les moyens de pouvoir le faire, parce que je gagnais bien ma vie avec Caméra Café. Donc vous savez, des fois on fait ce métier, c'est difficile, on n'a pas vraiment le choix, on est bien content de le faire. D'avoir des Et cachets, puis quand vous avez un petit peu le choix, c'est le moment d'en faire justement. Et le cinéma m'a moins proposé de choses. Et quand ils m'ont proposé, ça ne me plaisait pas. Mais pourtant, il y a tellement de films dans lesquels j'aurais adoré être. Mais ils ne sont pas tombés dans mes mains. Le Et préquel, là- le préquel de La Vérité si je mens, par exemple, c'est en cours ben, ou pas? Ah non, Toujours. c'est sans nous. Mais ça, c'est le Ah, c'est principe. sans vous. Ah, c'est D'accord. sans nous. Ouais, c'est ouais, le parce que principe, vous en aviez parlé sur ce plateau, c'est ça? Oui, mais je vous en avais parlé pour vous dire Ouais, déjà que Ce je serait crois sans vous. que ce serait sans nous. Il y a D'accord. que Gilbert Melki, je crois, qui joue le père de son propre Le père de son personnage. propre père, d'accord. Et nous, je crois que les personnages donc, de José, de Vincent Elbaz, de Gad Elmaleh dans le deuxième et de Ma Pomme sont joués par des jeunes comédiens. Donc je suis très curieux et très impatient De voir de ce que ça voir va le donner, film. ouais. Vraiment, je crois qu'il est réussi. Des échos que j'ai pu avoir. Et il sortira, je crois, au courant octobre. Je donne un petit scoop, même si je ne suis pas sûr de la date exacte. On verra ça. Voilà, On va- et on je va- vais on se enfin renseigne. faire un petit retour au cinéma, puisque on me très propose 2 films coup sur coup. Donc voilà, il y en a un, je peux le dire, puisque c'est Martine. Vous savez, Martine à la plage. Martine, la voilà. fameuse Martine. Et voilà, des bandes une dessinées, ouais. fable écologique superbe qu'a écrit Philippe Muil. Ouais. Et il me propose un rôle dedans. Je jouerai le papa de Martine. Et c'est assez émouvant pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai lu à mes enfants, mon fils comme ma fille, que moi aussi j'ai lu Martine, même s'il y avait un petit côté, une France un petit peu idéalisée comme ça, Bien sûr, mais ouais, ouais. il y a un tel charme dans ces Et histoires. comme l'a fait Cadmera dans Père du Petit Nicolas. C'était la Exactement. même de Et je suis Santé très et heureux. Goscinny, Donc ouais. c'est un film qu'on devrait tourner au mois de juin, si tout va bien. Maintenant, les projets, vous savez, c'est Super. toujours un peu Ouais, ouais. fragile. Et puis un autre film de cinéma qui me passionne, mais là sur lequel je ne peux rien dire. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je peux rien en dire. Damien, Mais voilà, on a donc, déjà dépassé tout le temps Ah, additionnel. pardon, Ça va excusez-moi. tellement vite. Ah, On mais moi, on je dit au suis revoir à navré. quelques internautes. On n'a pas Allez, pu poser On toutes dit au les revoir questions. à Antoine qui tient vraiment à vous rendre hommage sur la page Facebook de Télé Magazine parce que vous lui avez donné ce goût du cinéma, voilà, vous lui avez donné cette envie de faire ce métier parce que visiblement il est acteur. Bah, Donc je voilà, souhaite le Antoine meilleur. qui donne ce témoignage. Il y a Je souhaite également le Sylvain, meilleur, il y avait Antoine. beaucoup de monde sur la page Facebook. Crois en toi, Antoine. Et beaucoup de compliments, c'est important. Merci en tout cas Bruno Sau d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve demain dans la mini-série événement. Ne ratez surtout pas Un avion sans aile. C'est demain à partir de 21h sur M6 et la suite la semaine prochaine. Évidemment, c'était très événementiel, je l'ai dit, et à ne surtout pas rater. Même si vous avez lu le roman, restez, vous aurez votre lot de surprises. Damien, nous on sera là Oui. demain, même heure. Effectivement, l'une des anciennes figures de Nulle part ailleurs, qui a cartonné aux côtés de José Garcia, il anime aujourd'hui Pop 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 sur France Inter et puis il viendra nous Je présenter l'ai. sa gaule. Il s'appelle Antoine Decaune, il viendra demain sur ce Un ancien plateau. camarade pour nous- de Canal+, ouais. Que j'adore. Il s'est Absolument. rendu en Grande-Bretagne, on sera vraiment dans l'actualité demain. Ah oui, ça absolument. On voit ça dès demain avec Antoine Decaune. Soyez fidèles au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.